Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté, j'ai fait une petite pause pendant cet été, mais là je suis de retour à la rentrée et je vous retrouve pour une vidéo qui va être donc une vidéo true crime et ça va être donc sur, comme vous l'avez vu dans le titre, les meurtres de Ciudad Juárez. Donc sans plus attendre, on va tout de suite à la vidéo. Les meurtres de Ciudad Juárez, ils concernent tous les féminicides qui ont eu lieu donc dans cette ville au Mexique depuis 1993. Pour vous planter un peu le décor, Ciudad Juárez c'est une ville du nord du Mexique qui est en face d'El Paso, donc El Paso qui est vraiment au sud-sud des États-Unis. Et donc Ciudad Juárez il est à la frontière donc du Mexique et c'est une ville qui est très violente. Comme beaucoup d'endroits dans cette partie du pays, puisque donc c'est idéalement situé par rapport aux États-Unis, on retrouve beaucoup de ce qu'on appellera les maquiladoras, et donc ce sont des usines ou d'assemblage principalement pour des produits qui sont destinés à l'exportation, principalement vers les États-Unis, et ça fait qu'en fait les grandes entreprises américaines qui assemblent leurs produits dans ces usines bénéficient de coûts très faibles à l'exportation et même en termes de main d'œuvre. Les personnes qui travaillent dans ces endroits sont donc des personnes qui vivent dans une situation précaire et pour la majorité des victimes, les femmes travaillaient dans des usines de ce même type. Les chiffres sont extrêmement affolants puisque juste avant 2008, on avait retrouvé 1653 cadavres et c'est plus de 2000 femmes qui ont été portées disparues. Ces femmes avaient toutes entre 13 et 25 ans, donc de jeunes adolescentes à jeunes adultes. Et elles sont toutes disparues dans cette même partie, donc soit à la sortie de l'usine, soit même simplement enlevées en plein jour dans les rues même du centre. Depuis les premiers meurtres en 1993 et les premières découvertes de corps, on a cessé d'en découvrir toujours plus et les meurtres bien sûr n'ont jamais cessé de croître. Les corps des victimes retrouvées sont pour la plupart marqués de sévices sexuels mais aussi de fortes mutilations et on a par exemple sur 137 victimes on a pu constater des abus sexuels et il y a environ 175 cadavres qui n'ont pas pu être identifiés tellement ils étaient mutilés. Dans toutes ces affaires on a une police qui est peu impliquée ou en tout cas qui donne cette impression de faible implication et de faible motivation en tout cas pour trouver les tueurs potentiels de ces victimes et donc les capacités des autorités sont fortement remises en cause. Donc les personnes reprochent donc à la police au mieux une véritable incapacité d'enquêter et au pire une énorme corruption puisqu'on le sait dans ces pays donc il y a énormément de corruption, les autorités sont énormément corrompues, c'est vrai que ce sont des pays où il y a énormément de cartels de drogue qui font pour la plupart la loi dans ces régions-là. Et donc on reproche énormément cette corruption et même l'intimidation de potentiels témoins puisque comme je l'ai dit des fois les enlèvements se font réellement en pleine rue et donc pour éviter en fait qu'il y ait trop de témoignages qui remontent on leur reproche cette intimidation. Plus les années passaient, plus les meurtres se multipliaient et on finit par attirer l'attention des autorités internationales. En 2001 on a 8 jeunes filles qui sont retrouvées mortes dans un champ de coton. Alors il faut savoir donc ça fait presque une dizaine d'années qu'il y a énormément de meurtres dans cette ville de Ciudad Juárez. Et le Mexique va être reconnu coupable de ne pas avoir su protéger ces jeunes filles et donc de négligence quelque part par une cour internationale. Suite à cette condamnation, ils vont construire un mémorial à la place de l'ancien champ de coton en fait, un mémorial qui va accueillir au fil des années en fait toutes les photos des disparus et c'est un endroit où donc les familles viennent se recueillir assez régulièrement pour rappeler un peu tous les meurtres qui peuvent avoir lieu et qui ne sont pour beaucoup pas résolus. En février 2002, on a un avocat qui s'appelle Mario Escobedo Anaya qui est abattu par la police et cette police plaidera la légitime défense. Malgré plusieurs témoignages qui contredisent cette prise de position et aucune enquête ne sera ouverte. C'est ce genre d'action qui conforte les familles des victimes et même celles qui veulent que les choses avancent dans le sens de la corruption intense de la police puisque l'État préfère toujours protéger sa police plutôt que de se pencher réellement sur les vraies actions qui ont été menées en sachant que il y a beaucoup de policiers qui sont achetés par des membres de cartels, par les cartels de manière générale et qui donc ne sont pas toujours aussi clean qu'on le pense.
En 2003, on a une jeune fille qui s'appelle Cristina Escobar González qui est assassinée et en fait le coupable va se faire prendre assez rapidement puisqu'il est pris quasiment sur le fait en fait alors qu'il est en train de remettre le corps de la jeune fille dans son coffre. Il va plaider la légitime défense et celle-ci va manifestement être retenue puisqu'il n'est condamné qu'à 3 ans de prison pour ce meurtre. C'est encore un acte qui appuie sur le fait que la justice est énormément corrompue. On préfère à chaque fois pointer du doigt les victimes plutôt que les coupables et ça c'est dans le sens d'un discours qui est au Mexique assez présent et dans cette zone-là par rapport à tous les féminicides qu'il y a depuis les années 90. Dans le sens que ces meurtres sont souvent justifiés, expliqués par le fait que soit les victimes étaient des prostituées, soit qu'elles étaient habillées d'une certaine manière à provoquer de potentiels hommes qui auraient pu vouloir les enlever. Et donc c'est avec ce genre de discours que la culpabilité va beaucoup plus sur les victimes et empêche grandement les enquêtes en tout cas, à chaque fois d'avancer et d'aller plus loin. Dans le milieu des années 2000, on a une guerre des cartels qui éclate à Ciudad Juárez, donc entre deux cartels qui mettent la ville à feu et à sang, puisqu'en effet on a plus de 10 000 meurtres en seulement 3 ans. Donc les autorités sont extrêmement prises par cette guerre et donc par toute la violence qui règne dans la ville, et les féminicides, même s'ils ne cessent pas, sont mis un peu sous le tapis, sont mis un peu sous silence. Cette guerre des cartels va aussi donc donner une sorte de justification à la justice qui dit que s'ils ne s'occupent pas assez de ces féminicides, c'est bien à cause de tout le temps qui leur est pris par cette guerre des cartels. Le 30 mai 2005, le président mexicain va affirmer que la majorité des coupables pour les féminicides de Ciudad Juárez sont derrière les barreaux. Mais alors que soi-disant tous les coupables sont derrière les barreaux, les meurtres s'enchaînent et s'accroissent fortement et donc ils ne cessent absolument pas. Et en novembre 2005, le porte-parole mexicain des droits de l'homme va déclarer que la ville est absolument la honte du pays, alors que cette année-là, il y avait 28 femmes qui ont été assassinées. Donc en 2005, on a 28 femmes assassinées. Alors que la même année, le président va affirmer que la plupart des coupables sont derrière les barreaux, alors que les meurtres continuent du coup. C'est un peu incohérent et cette incohérence elle va continuer, déjà elle est là depuis le début et elle va continuer longtemps après. Donc en effet ces nombreux emprisonnements qui ont lieu sans que les meurtres ne cessent, en fait on les reproche à la police parce que pour beaucoup de ces hommes qui sont emprisonnés, beaucoup continuent de plaider leur innocence et on se rend compte que peut-être que leur innocence c'est potentiellement réel. On reproche à la police de manquer de sérieux et en fait de mettre derrière les barreaux n'importe qui pour endiguer un peu, pour faire taire un peu les gens et pour endiguer la colère des familles qui montent. En effet, il y a beaucoup d'aveux qui auraient été obtenus sous la torture avec aussi des histoires de preuves falsifiées. Donc là on se rend vraiment compte que la police accuse potentiellement qui elle veut, emprisonne qui elle veut, pour calmer en fait la population. On a donc l'exemple en 2005 d'un chauffeur de bus qui a été condamné à 50 ans de prison pour le meurtre de 8 femmes. Il a finalement été relâché puisque ses aveux ils se sont avérés qu'ils ont été obtenus sous la torture et donc n'étaient pas forcément fiables. Et lui n'avait cessé de clamer son innocence. Mais alors qu'on emprisonne des personnes qui n'ont potentiellement rien fait, pour certaines autres personnes qui avouent, c'est un peu plus compliqué. Et on a l'exemple donc en 2008 de Ruby Madison Escobedo qui est assassinée. Et donc la police, l'enquête globalement n'avance pas et c'est la mère de la jeune fille qui décide de prendre les choses en main et de retrouver elle-même le petit copain de sa fille qu'elle soupçonne fortement d'être responsable du meurtre. Et quand elle le retrouve, en fait, elle le fait arrêter par la police. Et quand il va être interrogé, il va très vite avouer le meurtre et même dire où est le corps. Il va reconnaître donc les faits, mais ne va pas être emprisonné tout de suite pour autant. Le procès va avoir lieu, mais quelques mois plus tard, il est relâché faute de preuves. La mère, bien sûr, sous le choc de cette annonce, puisqu'il a quand même reconnu les faits, fait appel et il va être déclaré coupable donc en cours d'appel. Mais malheureusement, vu qu'elle a été relâchée, en fait, il est en fuite et il ne sera absolument jamais retrouvé. La mère de Ruby décide d'entamer une grève de la faim devant le palais du gouverneur pour protester contre cette décision et contre toute l'enquête qui a été bâclée et dont est ressortie une absurdité énorme. Mais elle sera assassinée donc sous les caméras de surveillance en fait par un homme qu'on voit s'enfuir sur la vidéo.
Le 17 décembre 2009, soit l'année suivante, la Cour interaméricaine va condamner le Mexique pour avoir manqué à ses devoirs dans l'affaire de 3 meurtres. Le FBI va même intervenir en fait dans toutes ces affaires pour venir apporter son aide à la police mexicaine, mais toutes les conclusions de ce que le FBI a pu récolter en fait va être complètement ignorées par les autorités mexicaines, qui elles continuent de nier, ou en tout cas que ce sont des meurtres dont ils connaissent la cause. Et donc selon la police, ils sont liés à 60% aux conflits intrafamiliaux, à 30% aux drogues et puis aussi à la prostitution. Donc la police reste sourde à toutes les demandes des familles des victimes qui demandent justice tout simplement, et donc il y a plein d'associations qui vont se former, dont une qui s'appelle Nos filles doivent rentrer à la maison. Et cette association va lutter pour que les affaires non élucidées le soient, parce que il faut savoir qu'il y en a quand même qui ont été élucidées, enfin soi-disant en tout cas, et ces familles vont par leurs actions être menacées. Devant énormément de preuves qu'ils ont pu récolter et devant l'inaction de la police, il y a une théorie qui va sortir du lot et qui va être plus que confirmée, parce que vous allez le voir, donc il y a des preuves qui sont accablantes par rapport à cette théorie. C'est la théorie d'une organisation criminelle qui serait donc plongée dans le trafic humain. Cette organisation donc enlèverait des jeunes femmes pour les utiliser à des fins sexuelles et pour finalement s'en débarrasser en les tuant. Et donc c'est un cercle comme ça qui se fait, c'est-à-dire qu'ils enlèvent, ils utilisent, ils tuent. Et c'est toujours sans fin comme ça. On sait que donc dans cette région, il y a énormément de cartels et de gangs de manière générale qui font dans le trafic d'armes, de drogue, mais aussi d'êtres humains. Certaines des jeunes filles retrouvées mortes vont permettre de remonter une piste qui va nous mener à un hôtel qui s'appelle l'hôtel Berde, où certaines d'entre elles auraient passé les mois qui avaient suivi leur enlèvement et qui avaient donc précédé leur mort, enfermées dans cet hôtel à la merci de leur bourreau qui les utilisait comme objets sexuels. Elles étaient donc exploitées et il y a même des témoignages qui disent qu'ils ont vu des filles autour de l'hôtel qui semblaient vraiment très mal en point, comme droguées en fait, pour qu'elles soient plus dociles de toute manière et qu'elles ne tentent pas de s'enfuir. Donc en 2016, on a 6 adolescentes de 13 à 16 ans qui disparaissent, et à ce moment-là, on va se mettre à fouiller un certain nombre de sites. On a des sites comme Campo Algodonero, Lote Bravo, Lomas de Poleo, Arroyo Navarro. Et donc sur ces sites, on va découvrir un certain nombre de fosses dans lesquelles on retrouve des dizaines de corps de jeunes filles. Il y a particulièrement un site dans lequel on en retrouve beaucoup et qui est lié directement à l'organisation de l'hôtel Berde. C'est donc le site d'Arroyo Navarro où 26 corps ont été localisés entre 2011 et 2015. On a donc la preuve que les membres de l'hôtel Berde, donc qui étaient responsables de ces jeunes filles et des enlèvements de ces jeunes filles, venaient abandonner les corps de leurs victimes sur ce site. Donc on remonte bien entendu la piste à un cartel qui est celui des Aztecas, dans lequel on compte pas moins de 5000 membres qui trempent dans le trafic de drogue, d'armes, mais aussi d'êtres humains. Donc ça rentre parfaitement dans l'organisation de trafic sexuel en tout cas. Dans toute cette affaire, on a 5 hommes ensuite qui sont finalement condamnés pour féminicide organisé, et en 2015 donc ils sont condamnés, et ce sont les premières condamnations de ce type dans toutes ces affaires de féminicide. Mais malgré tout, les familles des victimes sont persuadées qu'ils n'ont pas atteint réellement les vrais responsables, on va dire, de l'organisation, même si les 5 hommes c'est un bon début, mais il y a forcément des gens au-dessus qui tirent les ficelles, et ils sont persuadés qu'ils ne les ont pas condamnés ou qu'ils ne les condamneront sûrement jamais même. La police reste sourde, et d'ailleurs on apprend un peu plus tard que beaucoup de membres des autorités locales, donc que ce soit militaires ou police fédérale, ont profité de ces endroits et ont profité donc de jeunes filles comme ça qui ont été enlevées. Aujourd'hui, c'est grâce aux familles des victimes qui continuent de se battre pour que leurs enfants ne tombent pas dans l'oubli que les affaires peuvent continuer de résonner à l'international. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à l'aimer et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans très peu de temps pour une autre vidéo. Maintenant ça va reprendre un peu le rythme régulier, toutes les 2 semaines, donc je posterai une vidéo si tout va bien, voilà. Donc je vous retrouve très bientôt, bisous.